C'est une légende, mais tu lui ressembles. La fille s'appelait comme toi. Le scénario part vraiment des chansons, quoi. Les chansons ont inspiré le scénario. Voilà. Donc après lesquelles il y a eu des hésitations, il y a des choses que j'ai éliminées, mais il y a des chansons qui sont plus dans le film. Il y en a même qui pourraient être après le film. Et puis petit à petit j'ai réduit. Il y avait aussi l'idée de l'économie, c'est-à-dire de faire un film que je pouvais tourner tout seul. Donc ça aussi, c'était une contrainte que je me suis imposée à l'écriture, de pouvoir envisager un film tourné seul. Donc ça aussi a amené comme ça ça a influencé les choses, quoi. Il y a un moment où il y a deux personnages qui font face à la caméra et qui parlent de l'adolescence en disant pourquoi les choses ne sont plus comme avant, qui donnent des impressions qui sont un peu poétiques, quoi, qui sont pas du tout naturalistes, mais qui sont des impressions intérieures et pas des choses que diraient forcément des adolescents. Donc c'est formalisé d'une certaine manière un peu comme de la poésie, je sais pas si des chansons. Et d'ailleurs l'idée du film, l'idée que j'ai eue aussi, c'est que ce personnage de Nino Ferrer, au moment où je le prends, le film n'est pas du tout un biopic, mais au moment où je le prends, j'imagine qu'il ne sait pas qu'il va devenir chanteur. Il a une verve poétique, il a une envie poétique, mais il ne sait pas ce qu'il va en faire. J'ai fait aussi la musique du film, donc il y avait aussi ce lien, l'idée que je me confrontais comme ça à un chanteur Nino Ferrer. Donc moi-même, j'ai une partition très simple au piano, presque comme un accompagnement film muet, enfin un peu maladroite. Et des poèmes d'amour, t'en écris jamais? Non. T'as jamais été amoureux? Des fois la musique, ça arrange tout, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup on est en plein montage, on se prend la tête sur les images, et puis tout d'un coup on met une musique, on a l'impression que... Et c'est piégeux parce que en fait la vérité c'est que la musique est mieux que ce qu'on a fait et que ça passe au-dessus, et donc c'est très joli, puisqu'effectivement on met une musique arrangée par exemple dessus, et quand c'est un truc que je sais, quoi, à force d'avoir fait des films, donc je m'en méfie quand même beaucoup. Donc moi j'ai plutôt tendance à me réfréner avec ça, c'est-à-dire plutôt dire le moins possible. Et puis il y a vraiment un moment où je me dis là il y a une évidence, il y a des choses à mettre. Alors après, bon, c'est encore une fois des choses très simples, mais il y a des choses qui ont bougé dans le choix des endroits où je mettais telle ou telle musique. En fait, j'avais écrit le thème, j'écris pas la musique, mais j'avais trouvé le thème qui est un peu le thème général de la musique que j'ai rajouté avant le tournage. Et en fait, il y avait des variations, et ces variations, je les ai fait beaucoup bouger, quoi, bizarrement. Et du coup, pourquoi? Parce que tout d'un coup, je me rends compte qu'au montage, comme un refrain ou alors un écho d'un refrain, je me rendais compte que finalement, remettre le thème d'une musique qui était sur une scène peut donner un espèce de souvenir inconscient au spectateur, quoi. Donc on joue sur ça, sur ces échos, en fait. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de l'écho, quoi. C'est amusant, quoi, tout d'un coup, de trouver un thème, de le mettre, d'essayer de y retravailler. Puis, comme je travaille de façon très artisanale, ça se fait très vite, quoi. C'est-à-dire je vais dans mon salon, je fais un truc au piano, je retourne au montage, je regarde, tiens, ça fonctionne pas. C'est vachement amusant, quoi. Il y a un côté très ludique là-dedans. Le film n'est pas sur Nino Ferrer, il est pas sur moi, mais il y a des moments où j'ai envie d'être là, en fait, de dire voilà, je suis là. Je pense que c'est une façon de donner une présence. Alors, évidemment, les gens ne savent pas forcément que c'est moi qui ai fait la musique. Mais encore une fois, c'est inconscient. Mais je trouve que c'est une façon de rajouter un personnage qui est le réalisateur, enfin qui est la personne qui fait le film, et qui joue avec à la fois les acteurs et le personnage un peu, le fantôme, on va dire, qui est Nino Ferrer, parce que ça joue avec ça. La musique de mon premier film, c'était Dick Annegarn qui l'avait fait. Et c'était un choix, il n'avait jamais fait ça, donc c'est parce que j'adorais ce chanteur, quoi. Et de travailler avec lui, c'était là aussi un petit cadeau, quoi. Et en même temps, j'ai toujours fait attention, comme j'aime beaucoup ça, la musique, et que pour moi c'est quelque chose, oui, d'amusant. J'aime bien mettre le nez dedans, quoi. C'est-à-dire que si ça m'est arrivé une fois de démarrer un travail avec un très très bon compositeur, et j'ai senti très vite que j'allais pas pouvoir mettre le nez dedans, et j'avais pas envie de... Ça c'est peut-être une histoire aussi de pouvoir, enfin, j'avais pas envie que tout d'un coup
que tout d'un coup, je ne puisse pas intervenir dans la musique et dire non, ça va pas. Et avec Dick, par exemple, c'est très bien passé, parce que j'ai imposé l'orchestration, je voulais que ça soit que guitare, ce qui nous a permis de réenregistrer toute la musique, parce que le premier enregistrement n'était pas bon. Et donc, si j'avais été avec un orchestre, ça aurait été un peu plus compliqué. Les acteurs sont aussi une part d'auteur. Moi, j'ai travaillé une fois avec un très bon décorateur. On peut dire qu'aussi, il y a une forme artistique, c'est-à-dire qu'il amène des choses que je n'ai pas inventées. Quand un décorateur vous trouve je prends un exemple idiot, un papier peint vraisemblable, alors on a discuté d'un décor, de ce qu'on veut, et qu'il amène quelque chose qu'on n'aurait pas inventé, c'est la même chose pour un acteur, tout d'un coup il amène quelque chose de plus, c'est un art collectif, hein, vraiment le cinéma. Moi je pense qu'un cinéaste doit savoir ça, et même Nino, où j'étais seul, les acteurs ont amené des choses, quoi. Alors la musique, c'est très particulier, parce que c'est quand même un art. Moi, je considère, bon, ça paraît bizarre de la part d'un cinéaste de dire ça, mais je pense que c'est un art majeur. Le cinéma, ça se discute, on va dire. Mais en tout cas, c'est très étrange. Quand on écoute les musiques des films Hollywood, par exemple, le niveau de base de musique des films hollywoodiens est quand même supérieur, peut-être, au niveau de base des films. Alors il y a des films qui ont été oubliés, mais c'est incroyable. On tombe sur n'importe quel vieux film, il y a toujours des musiques absolument, qui sont toujours d'un niveau minimal assez incroyable, quoi. Et donc je pense qu'il y a un truc très compliqué avec les musiques dans le fait que c'est un art qui est majeur, qui tout d'un coup est au service d'un autre qui est pas forcément majeur. Et je pense qu'il y a un truc d'ego qui est très compliqué, quoi. Enfin, ça me paraît tout à fait normal, quoi, que ça soit problématique. Tous les deux ont disparu. Et dans l'écume et le soleil. Moi, je considère vraiment que les éléments dans Nino, la partie chantée, où effectivement c'est du pur playback. Alors là, c'est quasiment dit, pour le coup, c'est presque sous-titré, c'est du playback. C'est-à-dire qu'on entend que c'est la voix de Nino Ferrer, qui a 40 ans. Enfin, c'est une voix d'un adulte, alors qu'on voit un adolescent qui tout d'un coup se met à chanter alors qu'il n'a jamais dit qu'il pouvait être chanteur. Et pour moi, c'est exactement le même. C'est comme ça que souvent les parties chantées et dansées fonctionnent dans les comédies musicales américaines. C'est un peu des choses que j'ai beaucoup vues, où effectivement il y a quelque chose de très irréaliste, et on part. Enfin, souvent, c'est des projections, c'est-à-dire qu'on fait des projections vers l'avenir, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est au milieu du film, et puis il y a une espèce de morceau de bravoure où on voit presque, on voit résumer comme ça le destin, la réussite, puis ensuite la chute, comme ça. Il y a toujours des moments. Et d'une certaine manière, les chansons dans le film, dans Nino, telles qu'elles ont été faites, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des projections vers l'avenir, puisqu'on entend le chanteur alors que lui-même ne sait pas qu'il va être chanteur. Donc c'est une bizarrerie, mais c'est vraiment ce que faisait exactement la comédie musicale. À partir du moment où je me suis dit Nino Ferrer adolescent, je me suis dit. J'avais pas encore trouvé le ton du film, et je me disais quand même les années 50, ça va être vachement compliqué. Et puis il y a un moment, je me suis dit, mais de toute façon, tu tournes avec une caméra qui n'est pas des années 50, avec des acteurs qui ne sont pas des années 50, pourquoi pas me dire, voilà, le temps du film, c'est le temps du film, quoi. C'est-à-dire que c'est un temps qui appartient à ce film. Et je me suis donné le droit, du coup, de donner des références des années 50, Natacha, un père qui est en Indochine, enfin, des choses comme ça. Et ce sont mes années 50. Donc, de la même façon que c'est mon Nino Ferrer, enfin, il n'y a pas de prétention de dire c'est Nino Ferrer a vécu ça, mais c'est le mien tel que je l'ai imaginé. Ce sont mes années 50. Voilà, que je ne connais pas, je ne les ai jamais vécus, mais j'ai mes parents qui l'ont vécu. Donc c'est une époque très fantasmatique pour nous, enfin, de l'après-guerre, de la naissance du rock, enfin, du jazz, de Charlie Parker. Enfin, tout ça, il y a toute une culture de cette époque-là qui est très importante en tout cas pour moi. Et donc j'ai trouvé petit à petit la solution de me dire, voilà, je vais faire le film à notre époque, et ça sera les années. On dirait, enfin c'est presque ça, on dirait qu'on serait pendant les années 50. Voilà. À 16 ans, non, on s'est dit, je commençais quand même déjà à écouter des trucs perso. Alors j'écoutais du rock, j'écoutais beaucoup Frank Zappa. C'était un autre idole familial, donc j'avais pas le choix. C'est le grand frère qui avait imposé ça, et je l'ai dû le voir, j'avais 14 ans au concert. Enfin, et j'écoutais beaucoup de
je vais enlever tous les trucs merdiques que j'écoutais, mais ce qui était bien, en tout cas, que j'ai retenu. C'est ça, en fait, ce qu'on dit pas, c'est qu'en fait, à l'époque... Mais les choses que j'ai gardées, en tout cas, c'est que j'écoutais... j'écoutais du jazz, déjà. J'écoutais beaucoup, par exemple, John Coltrane, enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai écouté assez jeune. Et My Favorite Things, par exemple, qui est un morceau, j'ai compris que ce que j'aimais le plus, c'était le solo de piano de McCoy Tyner plutôt que le solo de saxophone. J'adorais Coltrane quand il était avec McCoy Tyner. J'aimais toujours les parties piano, que je trouvais absolument sublimes. Ouais, et c'est vrai que j'avais commencé à aller au concert, un peu de rock, un peu de musique classique. Enfin, j'avais un ami, d'ailleurs, avec qui je suis toujours ami. Et on continue à aller voir un peu de tout. Donc, mais effectivement, à cette époque, il y avait vraiment Zappa, c'était un peu l'espèce de personnage comme ça qui nous errait, et il y avait un truc aussi, c'était un peu une caste, quoi. C'est-à-dire il y avait ceux qui aimaient Zappa, et comme un peu avec Godard à une certaine époque dans le cinéma, il y avait un plaisir. Des gens disaient, ouais, on arrivait dans une soirée, comme ça, les gens voulaient danser, de foutre un air de Zappa où la rythmique changeait toutes les 15 secondes. C'était vachement jouissif. Les gens disaient, mais c'est n'importe quoi, c'est ce truc. Enfin, voilà. Galopine. Son préféré. Je suis son préféré.